Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle affaire et une histoire qu'on n'entend pas tous les jours, vous verrez. Et je suis persuadé également qu'elle fera énormément réagir en commentaire. Et avant que l'on commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu qui arrive sur la chaîne. Vous trouverez dans la description les liens d'Instagram et de ma chaîne Twitch pour ceux qui veulent interagir en direct avec moi. Ceci étant dit, plongeons désormais dans les méandres de ce récit. Nous sommes le 26 novembre 2001, à Cantonmount, une banlieue qui se situe au nord de Pensacola, dans l'état de Floride aux États-Unis. Une petite commune relativement calme, mais ce jour-ci, un incendie se déclare dans une maison. Les pompiers sont aussitôt envoyés. Les flammes n'ont pas encore consumé l'entièreté du logement, et les pompiers ne vont avoir aucun mal à maîtriser le feu. Une fois ceci fait, ils vont entrer dans la maison pour constater les dégâts. Mais une fois à l'intérieur, ils ne s'attendaient pas à faire une si sordide découverte. Un cadavre se tient là, en partie calciné, au crâne éclaté. Dans un premier temps, les secouristes pensent que la tête de la victime a éclaté du fait de la chaleur de l'incendie. Et très vite, tout le monde comprend que le feu n'est pas à l'origine de cette macabre découverte. Pour comprendre comment ces événements se sont produits, il faut remonter à l'année 1985, puisque c'est à cette époque qu'un réparateur de climatiseurs nommé Terry King rencontre une stripteaseuse, Janet French. Ce couple ne prendra jamais la décision de se marier, néanmoins, ils passeront 8 ans ensemble, et au cours de ces 8 années, ils auront 2 enfants, Alex et Derek. Mais Terry et Janet ne forment pas le duo le plus solide, et la femme tombera enceinte d'un autre homme et de jumeaux, alors même qu'elle est encore en couple avec Terry. Ceci sonne le glas de cette relation. Janet, désormais, est bien plus préoccupée par sa grossesse et par se procurer de la drogue que de s'occuper de son mari, de ses enfants et de cette cellule familiale. C'est donc le père qui va devoir continuer à élever ses enfants de 5 et 6 ans tout seul, la mère ayant même décidé de quitter le domicile familial pour se rendre dans le Kentucky. Et même si au début Janet continue de prendre des nouvelles à distance de sa famille, celle-ci finira par couper les ponts. Elle ne se concentre plus que sur l'éducation de ses jumeaux et prend même la radicale décision de changer de nom et de s'appeler Kelly Marino. Terry se retrouve donc seul avec à sa charge Alex et Derek et il va éprouver les pires difficultés pour subvenir à leurs besoins. Malgré un emploi relativement stable et un logement, le père est en constante fragilité financière. Il ne parvient pas à nourrir décemment ses enfants, il y a régulièrement des coupures d'électricité et d'eau et les conditions de vie sont difficiles. C'est ainsi qu'en 1993, et peu de temps après le départ de Janet, Terry prend la décision de placer ses 2 enfants dans un foyer chrétien. Derek et Alex sont pris en charge par le pasteur local qui par la suite va les proposer à l'adoption ou à l'accueil. Alex restera dans le foyer, mais celui-ci ne passera qu'une année. Il sera ensuite renvoyé chez son père sur une décision du tribunal. Derek, quant à lui, sera placé dans une famille d'accueil et il y restera 7 années durant jusqu'à ce que son comportement devienne bien trop perturbateur et lui aussi sera renvoyé auprès de son père. Alex, âgé de 12 ans, et Derek, âgé de 13 ans, désormais, sont de retour dans la maison familiale avec leur père. Et la vie va à nouveau être compliquée. La situation financière de Terry ne s'est pas stabilisée et le père éprouve toujours des difficultés quant à l'argent. Lorsqu'il s'en va pour travailler, il n'est pas en capacité de payer une babysitter pour garder ses enfants durant les vacances. Il emmène donc Alex et Derek sur son lieu de travail pour qu'ils passent la journée avec lui. Et les 2 adolescents ont horreur de ça, ils préféreraient être à l'extérieur avec leurs amis à jouer plutôt que d'être enfermés sur un lieu de travail 8 heures durant. La situation actuelle ne rend pas heureux les 2 garçons. Néanmoins, il y a des moments un peu plus légers, notamment ce qu'il passe avec un certain Rick Chavis, âgé de 40 ans. Chavis avait fait la rencontre de Derek et Alex puisque ce dernier avait proposé sa cour à Terry pour qu'il puisse utiliser ses outils et réparer sa voiture. Et alors que celui-ci réalisait des tâches mécaniques sur son véhicule, Alex et Derek passaient du temps avec Chavis. Celui-ci d'ailleurs incitait régulièrement le père des enfants à venir avec eux sur son terrain pour s'occuper de son véhicule ou venir réparer des choses. Terry apprécie le geste, mais il en aurait été peut-être autrement s'il avait connu les antécédents de Rick Chavis. Celui-ci avait déjà été condamné à 2 reprises pour cambriolage, mais surtout, il a également été condamné pour des abus sexuels sur mineurs. Autrement dit, la personne qui propose sa cour et ses outils à Terry pour voir notamment Alex et Derek
n'est autre qu'un pédophile. Mais ceci n'empêche pas les deux garçons de se lier d'amitié avec Chavis qui les invite régulièrement à passer du temps dans une pièce secrète chez lui. Alex et Derek adoraient passer du temps avec le quarantenaire et pour une bonne raison, ils s'amusaient. Chavis avait des jeux vidéo, il avait à manger, à boire et il leur faisait même fumer de l'herbe. Et grâce à ça, des activités que les deux adolescents ne pouvaient avoir avec leurs amis, l'homme réussit à les faire venir de plus en plus fréquemment. Simplement, à aucun moment il arrive à être seul avec eux. Le père, Terry, est toujours présent. Pourtant, cela n'empêche pas Chavis de se rapprocher de plus en plus d'Alex, le plus jeune des deux frères âgé de 12 ans. Chavis et lui finiront par avoir tous deux des rapports sexuels. Et dans ce qu'il semble être une forme de carnet intime, Alex indique qu'effectivement, il a une attirance pour l'homme âgé de 40 ans. Les deux frères, ayant pris goût à cette vie d'adolescent que proposait Chavis, décident de s'enfuir avec lui. La fugue durera une semaine. Mais Terry, le père, décide de partir à la recherche de ses deux enfants. Il sera aidé dans cette quête par l'ancienne famille d'accueil de Derek. Après une semaine de fugue, c'est Derek, le premier à être retrouvé chez une amie. Ensuite, Chavis ramènera Alex. Et les deux frères craignent les répercussions qui pourraient s'abattre sur eux après cette escapade. Nous sommes le lendemain de la fugue des deux adolescents dans la soirée. Le père, Terry, s'est assoupi dans le salon. Il avait pris l'habitude désormais de dormir dans un fauteuil pour éviter que ces deux garçons ne s'enfuient à nouveau. Et ce qu'il ne sait pas en revanche, c'est que ces deux garçons sont réveillés cette nuit-là. Derek et Alex saisissent une batte de baseball et s'approchent de leur père. C'est Derek qui est armé. Et avec cette batte de baseball en métal, il va asséner un premier coup sur son père endormi. À la première frappe, un craquement au niveau du crâne retentit. Et Derek enchaîne, et la batte tombe une seconde et une troisième fois sur la tête de Terry. Le sang coule d'abord, puis gicle à des distances inimaginables, jusqu'à 3 mètres de là où se trouve le pauvre homme. Et Derek ne s'arrête pas, et il continue, il frappe encore et encore, jusqu'à ce que le visage de son père s'enfonce dans son propre crâne. Suite à ça, il décide de mettre le feu au fauteuil où se trouve le cadavre désormais. Ils pensent qu'il servira de bon carburant pour un foyer d'un incendie. Ils espèrent aussi que les flammes effaceront tout lien entre eux et la mort de leur père. Par la suite, Alex et Derek se sont enfuis et se sont rendus directement dans une épicerie, où ils ont demandé un téléphone pour appeler Rick Chavis. L'homme est d'abord venu les récupérer, leur a fait passer la nuit chez eux, puis le lendemain, les a ramenés à la police. Au cours de leur interrogatoire avec les officiers de police, les deux jeunes hommes vont avouer le meurtre de Terry. Ils justifient ce crime par la violence des actes de leur père. Ils en avaient assez d'être battus et dévisagés. Par la suite, ils détaillent tous deux comment s'est déroulé ce terrible homicide et l'attaque avec la batte. Mais au fil de l'eau et au fur et à mesure que les garçons sont interrogés, leur version va commencer à changer. Derek explique dans un premier temps qu'en réalité, c'est Rick Chavis qui les a incités tous les deux à tuer leur père. Et avec cette explication, Derek semble essayer de mettre hors de cause Alex, puisqu'apparemment, c'est le jeune garçon qui aurait incité en premier Derek à commettre ce meurtre. Bien sûr, Derek était d'accord, mais il aurait demandé à Alex de repousser cette échéance, au moins jusqu'à après Noël, parce qu'il aurait aimé passer un Noël en famille pour la première fois. Alex aurait expliqué que Noël était bien trop loin et qu'il fallait agir immédiatement. Un peu plus tard encore, cette fois-ci, ce sont les deux versions des garçons qui vont changer. Ensemble, ils pointent du doigt Rick Chavis et ils indiquent que c'est lui le meurtrier de Terry. Dans leur nouvelle version, ils auraient ouvert la porte de la maison à Rick Chavis pour qu'il pénètre à l'intérieur et abatte Terry. Les deux jeunes hommes auraient patienté à l'extérieur pendant que le meurtre se déroulait. Ces révélations ne sont pas sans conséquences, puisque l'homme âgé de 40 ans est incarcéré pour complicité de meurtre et aussi pour avoir caché les deux enfants la nuit de l'homicide. Celui-ci a notamment détruit des preuves puisqu'il a lavé le sang qui se trouvait sur les habits des deux enfants appartenant au père Terry. Mais il est également inculpé pour avoir abusé d'Alex, un mineur. Et très vite, une inculpation pour meurtre à l'égard de Rick Chavis tombe également suite à ce qu'ont expliqué les deux enfants lors de leur interrogatoire. C'est ainsi que le procès va se dérouler. Mais une procédure un peu spéciale est mise en place. Il n'y a pas un, mais deux procès. Chavis est jugé en premier, mais l'état des délibérations reste confidentiel jusqu'à la fin du procès des deux enfants que sont Alex et Derek. Et les deux seront jugés en tant qu'adultes. Au cours du premier procès se trouve dans la salle d'audience Michael Chavis, le frère de Ricky Chavis,
qui explique qu'il était avec lui ce soir-là. Michael déclare qu'ensemble ils étaient devant la télévision lorsqu'à 1h39 du matin, le téléphone a sonné. Et là, Rick a répondu. Michael demande à son frère ce qu'il se passe, mais Rick ne répond pas et fonce directement vers la sortie de la maison. Lorsqu'une demi-heure plus tard, il se présente à son domicile devant son frère avec Derek et Alex qui l'accompagnent. Michael Chavis détaille que lorsque les deux enfants sont arrivés, il a constaté qu'Alex semblait choqué et stupéfait. Et précisément, à ce moment, Derek va dévoiler aux deux hommes ce qui s'est réellement passé dans la maison et l'attaque à la batte. Michael est horrifié lorsqu'il entend le récit de Derek qui lui indique, entre autres, que la cervelle de son père pendait. Ricky Chavis a par la suite installé les deux garçons devant la télévision avant qu'ils n'aillent se doucher et il en a profité pour nettoyer les vêtements tachés de sang d'Alex et de Derek. Durant le reste de la nuit, ni Michael ni Rick n'arrivent à fermer l'œil. Ils craignent de vivre le même sort que Terry. Et un élément crucial dans cette affaire, c'est que le témoignage de Michael Chavis est corroboré par au moins 3 autres témoins. D'autant plus que l'inspecteur principal de cette enquête vient affirmer qu'il est impossible de créer aucun lien entre Rick Chavis et le meurtre de Terry King. C'est ainsi qu'à l'issue de ce premier procès, Rick Chavis est mis hors de cause dans le meurtre du père d'Alex et de Derek. Ceci met donc en bien mauvaise posture les deux frères lors du second procès qui les concerne. D'autant plus que lorsqu'ils se trouvaient en détention, ils avaient la langue bien pendue et ils ont avoué le meurtre de leur père. Un certain Darin Matisse, âgé de 16 ans, les a entendus en parler. Ils ont même fini par en discuter avec lui directement et donner l'ensemble des détails sordides de l'attaque envers leur père. Janet French, qui désormais se prénomme Kelly Marino, était présente aux funérailles de Terry King. Et là encore, Derek s'est confié à elle. L'émotion a submergé le plus grand des deux frères lorsqu'il a revu sa mère pour la première fois depuis si longtemps, à tel point qu'il ne l'avait presque pas reconnue. En discutant avec elle, il a fini par avouer le meurtre et s'est effondré en larmes dans ses bras. L'ancienne famille d'accueil de Derek est également présente à la barre. Et même si les raisons pour lesquelles l'enfant avait été renvoyé auprès de son père n'ont pas été évoquées auparavant, face au tribunal, elles vont l'être. Ils expliquent que le jeune homme avait développé une passion très dangereuse pour le feu. Il était littéralement devenu un pyromane. Ce qui a définitivement convaincu la famille de renvoyer Derek auprès de son père, c'est lorsque celui-ci a rempli un récipient de kérosène et qu'il s'apprêtait à y mettre le feu. Ceci aurait pu tuer l'ensemble de la famille et ils ne se sentaient plus en sécurité en sa présence et ont décidé de le renvoyer. Mais avant qu'il rejoigne son père, la famille d'accueil avait demandé son autorisation pour envoyer Derek dans une école militaire. Mais Terry aura refusé et préféré récupérer son fils. C'est ainsi que le 6 septembre 2002, Rick Chavis est acquitté du meurtre de Terry King. Ce verdict est donc gardé sous scellé jusqu'à ce que le second tombe concernant les deux frères. Et Alex et Derek sont reconnus coupables du meurtre au second degré de leur père Terry King. Le meurtre au premier degré n'a pas été retenu par les procureurs parce qu'ils considèrent qu'il aurait été difficile de faire admettre ceci au jury. En effet, une foule de personnes avaient du mal à admettre que des enfants avaient pu être aussi brutaux. La scène de crime est terrifiante et les procureurs craignaient qu'ils n'arrivent pas à faire accuser Alex et Derek s'ils partaient sur cette base. Ils ont donc préféré une qualification inférieure afin de s'assurer qu'ils soient tout de même sanctionnés. Mais un mois après la fin des procès, un rebondissement va intervenir, puisqu'un juge va annuler les condamnations des deux enfants. Selon lui, juger 3 personnes avec 2 scénarios différents est venu entraver la possibilité pour Alex et Derek d'obtenir une procédure régulière. Une médiation est finalement organisée entre l'accusation et la défense. Derek, tout comme Alex, vont plaider coupables pour le motif d'incendie criminel et de meurtre au 3e degré. Et ceci, accompagné d'un juge compréhensif, vont encore réduire les charges à l'encontre des deux frères. C'est ainsi que Derek King, celui qui a abattu Terry à coups de batte, sera condamné à seulement 8 ans d'emprisonnement pour ces faits. Mais il ne réalisera que 85% de sa peine et il sera libéré en 2009 alors qu'il est âgé de 20 ans. Alex, quant à lui, est condamné à une peine d'emprisonnement de 7 ans. Mais sa période carcérale sera agitée et en 2005, il tentera de s'échapper. Ceci n'affectera pas plus sa condamnation et en 2008, il sera libéré alors qu'il est âgé de 18 ans. En 2011, il croisera à nouveau le chemin de la justice qui le condamnera pour une violation de sa liberté conditionnelle à 3 ans d'emprisonnement. En 2013, il sera libéré et il s'agit là de sa dernière condamnation connue. Rick Chavis, quant à lui, bien qu'il soit mis hors de cause dans le meurtre de Terry King,
continue d'avoir des charges envers lui, et notamment celle des abus sexuels sur mineurs en la personne d'Alex. Malheureusement, et malgré le témoignage d'Alex, la police n'a pas réussi à faire le lien entre ces agressions sexuelles et Rick Chavis. Par conséquent, là encore, Chavis s'en sort et il est mis hors de cause. Mais il sera tout de même reconnu coupable et condamné pour complicité de meurtre pour avoir caché les enfants et lavé leurs vêtements tachés de sang notamment. Ce dernier a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans et il ne pourra être libéré qu'en 2033 alors qu'il sera âgé de 72 ans. Alors, je ne sais pas vous, et d'ailleurs vous pourrez me le dire en commentaire, est-ce que les condamnations de Derek et Alex sont justes? Et effectivement, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. D'une part, ils étaient mineurs, bien qu'ils soient jugés comme des adultes. D'autre part, il y a eu des soucis dans la procédure judiciaire au niveau du tribunal. Là encore, cela peut influer sur ces peines. Et si l'on prend simplement les faits, honnêtement, je trouve que ces condamnations sont un peu légères. Puisque je vous rappelle que l'acte était si brutal qu'encore aujourd'hui, des gens sont sceptiques sur le fait que ce soit des enfants qui ont été capables de réaliser ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. N'oubliez pas non plus dans la description Instagram et le lien de la chaîne Twitch, et je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.